Quand je repense à mon enfance, je me souviens d'avoir beaucoup fantasmé certains films, souvent parce que je n'avais pas encore l'âge de les découvrir, et que le discours passionné des adultes sur leur choc cinématographique avait forcément quelque chose d'excitant. Je me rappelle avoir tout particulièrement rêvé pendant des années la saga Alien. À partir des mots et des images fournis par mes premières lectures sur le cinéma, j'avais peu à peu construit mon propre imaginaire autour du xénomorphe, jusqu'à ce que je me décide à le voir de mes propres yeux. Aucun texte n'aurait su diminuer cette expérience qui fut assurément l'une des plus intenses de ma vie de spectateur. Je crois que c'est à cette époque que je me suis forgé une forme d'immunité contre ce fléau contemporain que l'on appelle spoiler. Bien sûr, quand je tombe par hasard sur la révélation d'un twist ou que je me laisse aller à lire l'analyse d'une séquence que je n'ai pas encore vue, je m'expose toujours au risque de la déception. Mais je continue de me faire des films, en espérant que les images seront à la hauteur de mes fantasmes. C'est sans doute cette part d'imaginaire que l'on a peur de perdre en redoutant les spoilers, ce que confirme d'ailleurs la réception des adaptations littéraires les plus populaires. Lorsque l'audience fait part de sa déception, il s'agit souvent de pointer du doigt un détail esthétique que le lecteur avait imaginé différemment, et non un véritable bouleversement de l'intrigue qui est généralement accepté par la critique et passe souvent l'épreuve du temps auprès du public. Et c'est précisément le temps qui permet toujours de savoir si un film ou une série se loge définitivement dans notre mémoire, si les images dépassent le récit et justifient qu'on revienne les visiter. Les études universitaires consacrées aux effets du spoiler sur la lecture présentent des résultats contradictoires. Mais je pense surtout qu'il n'est pas très intéressant de se demander si le spoiler est bénéfique ou non à l'expérience de lecture, car cette dernière dépend trop du profil du lecteur, et notamment de son intérêt ou non pour le style. Ce qui m'amène au vrai sujet de cette vidéo. Comment la fiction contemporaine favorise-t-elle la crainte du spoiler, et quels en sont les antidotes ? Quel est ce paradoxe qui nous rend à la fois anxieux et réjouis d'être manipulés ? Pour l'écrivain Pacom Thielman, si les séries américaines sont particulièrement marquées par la phobie des spoilers, c'est parce que leur écriture s'inscrit dans l'héritage d'Edgar Allan Poe, et plus particulièrement dans celui du roman policier dont Poe est à la fois l'inventeur et le théoricien. En effet, les séries contemporaines et les franchises hollywoodiennes les plus populaires ont quelque chose de cette forme littéraire, dans leur structure qui repose souvent sur des mystères qu'il appartient autant aux personnages qu'aux spectateurs de résoudre. Ce qui rapproche également ce style d'écriture de sa théorie de l'effet, qui tissait un lien étroit entre l'auteur et le lecteur, en stipulant dans son principe poétique que tout élément d'un texte devait contribuer à une émotion particulière. On comprend donc mieux que le spectateur moderne puisse être obsédé par la révélation d'informations, au point de se sentir dépossédé d'une œuvre lorsqu'on lui dévoile un élément de l'intrigue qu'il n'a pas eu l'occasion de résoudre par lui-même. Comme vous vous en doutez, ce qui m'embête le plus avec ce phénomène, c'est qu'il nous éloigne des images. Mais pour se réconcilier avec elles, il faut peut-être en repasser par l'écriture. Le premier film qui m'est venu en tête en pensant à la peur du spoiler est Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Car sa force émotionnelle réside dans un choix d'écriture très simple. Le film commence avec un frère et sa sœur qui découvrent à la mort de leur mère une lettre révélant une relation secrète et éphémère remontant à l'été 65. En éliminant le suspense concernant l'avenir de la relation, le scénario permet à Eastwood d'étendre à loisir cette parenthèse idyllique, de regarder et d'écouter ses personnages s'aimer. Nous connaissons la fin et pourtant, la séquence de pluie qui achève la romance de Robert et Francesca est dévastatrice. Car au suspense lié à l'incertitude, c'est substituer une frustration de ne pas pouvoir intervenir, d'être incapable de changer le cours d'une fiction que l'on estime injuste. Avec le prologue de Mélancolia, Lars von Trier détourne aussi notre attention du dénouement, et nous intime de mieux regarder ses personnages et le basculement des rapports de force à l'approche de la fin du monde. Plus récemment, les épilogues en 2 temps de Mommy et La La Land ont reproduit une émotion similaire. Ils font entrer en collision la fin idéalisée par le spectateur et celle de l'auteur, frustrante mais à la hauteur des personnages auxquels on s'attache plus encore lorsqu'ils ne sont pas épargnés dans un happy ending trop beau pour être vrai. Mom.
Le fantasme joue donc un rôle primordial dans notre passion pour les images. Mais qu'elle soit désirée ou non par les artistes, la frustration est peut-être aussi importante que l'imagination, car c'est elle qui tisse parfois le lien le plus fort entre le spectateur et les personnages. Il existe évidemment une infinité de structures narratives qui rendent les films difficilement spoilables. Par exemple, les chefs-d'œuvre oniriques de Bergman, David Lynch ou encore Tarkovsky semblent intouchables par les mots. Leurs films cherchent à atteindre l'indicible qui échappera toujours aux spoilers. D'autres structures atypiques, comme celle de Tropical Malady, Lost Highway ou Elephant, multiplient les perspectives sur un récit brisé, qui se reflète différemment dans ses éclats. Mais l'écriture plus conventionnelle de certaines œuvres de la culture populaire ne doit pas nous inciter à les réduire à leur simple schéma narratif. Au contraire, c'est l'occasion idéale de laisser parler les images. Le twist est par exemple un outil phare des scénaristes hollywoodiens. Mais il permet surtout de distinguer les films qui ne reposent que sur les quelques secondes du retournement de situation, et ceux dont le twist est un moment de bascule entre deux points de vue, qui rend le film dialectique sans favoriser le spectateur averti ou celui qui ne sait rien de l'intrigue. Le génial twist central de Gone Girl ne fait que confirmer la logique du film, tout entier basé sur un jeu de regard entre des personnages qui produisent leur propre fiction. On peut aussi évoquer Split, la formidable suite cachée d'Incassable, qui s'apprécie peut-être encore plus si on sait par avance que les enjeux du film débordent le cadre du thriller en huis clos. On peut enfin rappeler qu'un certain nombre d'artistes se plaisent à spoiler eux-mêmes le spectateur. Par son caractère ritualisé, la série est par exemple un terrain de jeu idéal pour les réalisateurs et showrunners les plus créatifs, notamment lorsqu'il s'agit de détourner le passage obligé du générique. Deux exemples récents m'ont particulièrement séduit. Il y a le générique d'Ozark, remplacé par des pictogrammes indiquant les éléments qu'il faudra surveiller de près. Et il y a dans un autre registre, la saison 3 de The Leftovers, dont le générique se transforme à chaque épisode pour incarner une idée ou une référence culturelle qui ouvre sur l'univers complexe de la série. Ces choix esthétiques paraissent anodins, mais ils nous guident à travers les images. Ils montrent la confiance de l'artiste en son spectateur, qu'il juge capable de voir au-delà du récit. Pour terminer sur le 7e art, on peut emprunter comme Ari Aster la voie de la préfiguration, cette ombre qui précède les événements et maintient la curiosité du spectateur sans lui tendre un piège. La préfiguration est presque l'inverse du désormais surexploité fusil de Tchekhov. Il ne s'agit pas de défier le spectateur en accaparant son attention par des indices trop évidents, mais de créer un réseau de signes étranges qui font à la fois l'envoûtement du premier visionnage et le plaisir du voyage que l'on refait pour chercher les présages, comme on cherche des figures dans les nuages. Si le twist est l'arme favorite du spoiler, la préfiguration le rend inoffensif, car elle ouvre le film à la vérité de chaque spectateur. Et lorsqu'elle est parfaitement maîtrisée, elle s'avère aussi bien plus efficace. Dans Hérédité, lorsqu'Annie découvre le passé de sa mère en parcourant des albums photos, il n'y a pas d'effet de surprise. La terreur vient d'ailleurs, du fait que le spectateur avait pressenti le pire grâce à la narration tout en suggestion du cinéaste. Il nous place face à une vérité qui est selon moi l'antidote à cette crainte du spoiler. L'expérience d'une forme d'art visuel n'a rien à voir avec une simple réception d'informations, contrairement à ce que la crainte du spoiler laisserait entendre, mais plutôt avec cette alchimie si particulière qui unit le corps de l'image et celui du spectateur. La danse symétrique qui se déroule entre la surface des yeux et celle de l'écran. C'est ce contact étrange qui imprime des images sur la rétine.
avant qu'elles envahissent notre inconscient. Alors, si d'aventure un ami venait à vous raconter la fin d'un épisode de votre série du moment, prenez quand même la route à votre tour. Faites comme si cette fiction était écrite pour vous, et que vous seul puissiez la comprendre. Et puisque vous connaissez votre destination, prenez le temps de promener votre regard et de profiter des instants qu'il vous reste avec les personnages. Car on ne peut pas réduire une œuvre aux quelques secondes ciblées par le spoiler. Elle ne peut exister qu'à travers un temps qui lui est inaccessible. Celui de son déroulé, bien sûr, mais aussi et surtout celui qu'on lui accorde en la gardant précieusement en nous, afin de grandir avec elle.